les atouts du neuf? Alors, ça a l'air un peu bête de le présenter comme ça, parce que, bon, on connaît tous les questions d'économie de charge, les espaces extérieurs, etc., etc. Mais en fait, on a décidé de faire cette conférence parce qu'il y a quand même beaucoup d'atouts et beaucoup d'éléments qui font que ce type de logement se différencie de l'ancien. C'est l'occasion de faire le point notamment sur ces atouts en matière de maîtrise des charges, en matière de revente, en matière de performance énergétique. On va aussi parler des normes et des réglementations, parce que c'est un secteur qui est très encadré par la loi, à la fois sur les consommations d'économie d'énergie, l'accessibilité aux personnes handicapées, etc., etc. Alors pour en parler, nous avons deux spécialistes avec nous. Nous avons Laurent Jourda, qui est promoteur. Vous travaillez pour Réside Études. Précisément votre fonction et un petit mot sur votre société pour vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Moi, je suis directeur commercial du groupe Réside Études, donc, qui est promoteur gestionnaire de résidences gérées. Et on construit et on gère des résidences pour les étudiants, les seniors et des hôtels aussi. D'accord, merci. Et donc Thibault Lalican, qui travaille pour le cabinet IGC. Alors Thibault, le cabinet IGC, en quelques mots, et vos fonctions? Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Le cabinet IGC, c'est une société d'accompagnement multiservice dédiée à l'investissement immobilier. Donc, nous ne sommes pas promoteurs comme mon confrère, nous sommes commercialisateurs. Nous accompagnons une clientèle de particuliers, aussi bien sur l'achat d'une résidence principale que sur la réalisation d'un investissement locatif. Merci. Alors, point important, comme cette conférence elle est faite pour vous, après un jeu de questions-réponses avec les intervenants, un micro circulera dans la pièce qui sera désinfecté à chaque fois. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous jugerez nécessaires. Alors, Laurent, s'il fallait mettre en avant un atout du neuf, lequel mettriez-vous en avant? Alors, un seul, ça va être très court. Hein. Non, on va les explorer, mais il faut commencer par... Il y en a beaucoup. Bon, le premier, c'est déjà au niveau de l'acquisition, au niveau des droits d'enregistrement. Il y a un écart qui est quand même très significatif entre l'achat dans le neuf et dans l'ancien, au niveau des taxes, des droits, des frais de notaire, hein, tout simplement. On est autour de 3%, on va dire, dans le neuf, contre 8%, même ça peut monter jusqu'à presque 10%. Dans l'ancien, notamment sur les petites surfaces. Donc ça, c'est le premier atout. Hein, si je devais en sortir un, c'est celui-là. Après, il y en a plein au niveau technique, au niveau... on va y venir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Pour vous, Thibault, indépendamment de ces questions de droit de mutation, qu'est-ce que vous mettriez en avant pour les atouts du logement neuf? Je dirais le confort, avant toute chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la crise Covid a laissé des traces importantes chez tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que les Français sont attachés à avoir du confort dans leur lieu de vie, un lieu de vie qui soit sain et bien pensé, confortable. Et ce qu'on retrouve souvent, la demande la plus importante parmi tous nos clients, c'est d'avoir un espace extérieur, un balcon, une terrasse, un jardin, si possible une vue, et même si possible une vue sur la nature. C'est vrai que c'est souvent demandé. Et Laurent, ces tendances post-Covid, comme on dit un petit peu de façon un peu convenue, vous les voyez vous aussi Oui, on les voit beaucoup. Pour reprendre ce thème-là, des logements un peu plus grands. Oui. D'ailleurs, c'est une tendance qui existait même avant le Covid, mais qui s'est renforcée. On a tendance à augmenter la taille, même à partir des 2 pièces, ou 3 pièces. Effectivement, des lieux tournés vers l'extérieur. Après, nous, on est quand même très urbain au niveau de nos activités, donc c'est compliqué d'avoir un accès à la nature en ville. Hein. C'est facile à comprendre. Donc ça, c'est plus compliqué. Mais la taille et le confort sont deux critères sur lesquels on travaille, qu'on cherche à renforcer. Et le balcon, si vous avez un programme sans balcon, ça va être beaucoup plus difficile à vendre. Oui, c'est très compliqué. Ouais. Aujourd'hui, de l'extérieur, balcon ou autre, c'est indispensable. Et on peut toujours en faire des balcons dans les programmes neufs, ou c'est parfois pas possible pour des questions techniques, des questions d'urbanisme? Alors, on a parfois des contraintes. Alors nous, en tant que promoteur, si on peut, on fait. Après, il y a, comme effectivement vous le soulignez, il y a des contraintes architecturales, puisque quand on construit en ville, il y a déjà pas mal de choses autour de nous. Donc on a des contraintes à ce niveau-là. Et puis, des contraintes techniques, non, il n'y en a pas vraiment, parce qu'aujourd'hui on sait faire pas mal de choses à ce niveau-là. Mais c'est uniquement des contraintes architecturales liées à l'environnement. Il y a aussi des contraintes réglementaires, parce qu'on impose aussi dans les programmes neufs aujourd'hui des normes qui sont très exigeantes. Quels sont les atouts de ces normes? Comment ça marche?
Alors, il y a des normes énergétiques, mais je pense qu'on va revenir longuement dessus. En termes de confort, ce qui est souvent recherché aussi dans le neuf, c'est la parfaite isolation phonique. Ouais. Je pense qu'on a tous ici vécu l'expérience un jour dans un appartement. Tu as l'impression de regarder un film avec ses voisins ou d'entendre les voisins du dessus ou d'en dessous. Donc c'est vrai que l'isolation phonique aujourd'hui est très recherchée. Et aussi l'isolation thermique, effectivement, qui va jouer sur le budget des ménages, puisque la facture de consommation énergétique, ça va être un budget de plus en plus important, en plus avec la crise ukrainienne. Je pense que l'hiver prochain, les factures vont augmenter, donc le neuf va avoir forcément sa carte à jouer à ce niveau-là, et c'est un budget que regardent de plus en plus nos clients. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, si vous avez une facture de chauffage et de chaude qui est très basse, ça veut dire aussi que vous consolidez vos finances d'une certaine façon et que vous sécurisez le remboursement du crédit, parce que justement, vous gardez davantage de reste à vivre, finalement. Bien sûr, on raisonne sur un budget global. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tendance haussière à tous les niveaux, sur les prix de l'immobilier, l'inflation et même les taux qui commencent à augmenter. Donc si on peut avoir de l'autre côté, c'est un système de vase communicant, nos budgets ne sont pas illimités, si de l'autre côté on peut avoir une baisse de sa facture énergétique, que ce soit au niveau de la copropriété des charges, mais aussi sur sa propre facture au niveau de ses parties privatives, effectivement c'est quelque chose qui va être prépondérant sur les prochains mois. Oui. Laurent, sur ces normes énergétiques, écologiques, on voit des acronymes, des sigles un peu ésotériques, RT 2012, RE 2020. Pouvez-vous nous faire dresser un petit portrait de ces réglementations? Oui, donc on a vécu, nous, sous le régime de la RT 2012, réglementation thermique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de normes auxquelles on est assujetti. C'est-à-dire que quand on commence à construire un programme, on est sous le contrôle d'un bureau de contrôle, justement, qui déjà évalue nos dossiers sur le plan technique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de normes qu'on se doit de respecter et qui sont contrôlées pendant toute la vie du chantier, jusqu'à la livraison, puisque l'ultime vérification, c'est la sécurité globale du bâtiment. On a même les pompiers qui viennent vérifier que les accès, en plus nous on accueille des personnes parfois fragiles dans nos résidences, des seniors ou autres. Donc toute la vie du chantier est suivie donc, par ces choses-là. Alors, il y a des normes de sécurité basiques, mais très importantes sur la sécurité incendie, la résistance des matériaux aux incendies, au feu. C'est en minutes par rapport à des planchers, des choses comme ça. Tout ce qui est extraction de fumée, vous avez tous dans vos logements des simples détecteurs de fumée. Depuis quelques années, c'est obligatoire. Nous, on doit aller jusqu'à des désenfumages, des systèmes de désenfumage, c'est-à-dire qui aspirent les... Donc c'est beaucoup plus contraignant que dans l'ancien, où on a juste rajouté un petit truc à pile. Là. Dans le neuf, c'est pas pareil, quoi. On se doit d'assurer la sécurité de manière beaucoup plus poussée. Et puis, bien évidemment, il y a toutes les normes phoniques, d'isolation, et les normes énergétiques. Alors, nous... on est très favorable à ça, parce que plus c'est performant, étant donné qu'en tant que gestionnaire, on est amené aussi à payer des factures d'électricité et de chauffage, même si les coûts ça a un impact sur les coûts de construction, on le récupère dans le temps largement au niveau des factures, des coûts d'entretien. Ça, c'est très important, énergétique aussi. Et puis pour vous, en tant qu'investisseur, à la revente, on va peut-être en parler un peu, mais il va y avoir deux mondes là, qui vont, avec les nouvelles normes qui sont rentrées en vigueur. Le marché, nous, de notre point de vue, va se diviser en deux. Les produits qui, d'un point de vue technique, auront une valeur, et puis tous les autres, qui vont être fortement dévalués par leur performance énergétique mauvaise. Oui, l'idée, c'est on sait que les passoires thermiques dans l'ancien vont être prochainement interdites à la location. Dans le neuf, on n'est absolument pas confronté à cette difficulté. Alors non, c'est justement l'intérêt d'acheter du neuf par nature. C'est vrai que c'est un point essentiel. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir qu'à partir de 2028... 2025, les classes énergétiques G seront interdites à la location. Et à partir de 2030, les classes F... c'est 2025 G, 2028 F et 2034 les A. Voilà. Donc il y a un vrai sujet actuellement sur la rénovation énergétique des biens dans l'ancien, que ce soit la revente en résidence principale ou pour un investisseur. Et aujourd'hui, c'est vrai que d'acheter un bien neuf qui répond aux dernières normes de consommation énergétique, c'est s'assurer d'une revente à terme au prix.
sans d'évaluation ou sans avoir à anticiper un budget de travaux qui va être quand même conséquent, parce que c'est extrêmement onéreux de remettre aux dernières normes un logement ancien, surtout des vieux bâtiments dans les vieux centres-villes. Enfin, ça va être très compliqué. Oui, on nous dit souvent que les rénovateurs, pour remettre un logement ancien à niveau, il faut compter 15 000 € par classe de DPA. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous passez de F à de G à B, par exemple, il faut au minimum 70 000 €. Donc même s'il y a des aides, c'est quand même très cher. Avec le neuf, on s'épargne ça. Et puis, il faut anticiper aussi que les propriétaires occupants, qui sont peut-être au départ moins concernés par ces nouvelles normes parce qu'ils ne sont pas propriétaires bailleurs, auront peut-être pas envie de dépenser des grosses sommes sur des gros appartements pour la rénovation énergétique de la copropriété. Donc ça, les propriétaires bailleurs peuvent se retrouver embêtés avec ces nouvelles lois. Si tant est que la copropriété soit d'accord pour voter les travaux, ce qui est aussi un problème. Exactement. Et Laurent, il y a aussi des normes pour les personnes à mobilité réduite dans vos réalisations. Oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les logements PMR, personnes à mobilité réduite. Nous, c'est 100% de nos logements qui sont sous ces normes-là pour les seniors. Donc ça veut dire des aménagements spécifiques dans toutes les parties de circulation et à l'intérieur des appartements, au niveau essentiellement salle de bain, taille des couloirs, etc. Il faut qu'un fauteuil roulant puisse faire un tour sur lui-même sans contrainte. Donc c'est 100% seniors et en étudiant c'est moins. Maintenant, à une époque, le législateur était allé un peu loin sur ces choses-là. Et bon, il n'y a pas autant de personnes concernées que ça. C'est heureux d'ailleurs. Et en étudiant, c'est à peu près 15% des logements qui sont sur ces normes-là. Oui, c'est ça l'idée. En fait, c'est que vous avez des logements qui sont adaptés, une partie des logements qui sont adaptés et les autres qui sont adaptables. Voilà, exactement. Et le neuf, on pense souvent que c'est un produit qui est un peu standardisé. On peut vraiment personnaliser et faire quelque chose. Passez mon expression, mais comme on veut, en fait. Tout à fait. Je dirais qu'il y a deux étapes dans la personnalisation d'un logement. Il y a l'étape en amont, quand on achète sur plan, si possible, plus en amont de la construction, c'est la possibilité, par exemple, d'abattre une cloison, d'agrandir une pièce. Donc ça, il faut l'anticiper au maximum. Et d'ailleurs, souvent, nos clients nous demandent des livraisons rapprochées. Mais voilà, c'est un inconvénient lorsqu'on achète sur une livraison proche. On ne peut pas forcément faire ces modifications parce que c'est trop tard. Il faut savoir que ça a un coût supplémentaire qu'il faut anticiper également, ces travaux modificatifs. Donc ça, c'est la première phase de personnalisation. Et ensuite, il y a la phase proche livraison, où là, on va pouvoir personnaliser l'aménagement de son appartement et la décoration. Donc là, c'est choisir son parquet, choisir ses carrelages, choisir sa peinture. Au cabinet IGC, on travaille avec plus de 80 promoteurs, donc les gammes de personnalisation sont vraiment différentes selon les promoteurs. Il y a même des promoteurs qui proposent des showrooms. Mais ensuite, ce qui est important, c'est effectivement de savoir jusqu'où on veut aller dans la personnalisation. Ça peut même aller jusqu'à l'aménagement de la cuisine, d'une salle de bain, voire même, on peut, chez certains promoteurs, complètement meubler son appartement, comme c'est le cas chez Rési d'études. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'arrive chez vous et je pose mes chemises dans les tiroirs de la commode. Voilà, chez nous, c'est un peu particulier. Comme chez Rési d'études, on s'adresse qu'à des investisseurs qui ne sont pas des occupants du logement. Hein. C'est un produit d'investissement à 100% des cas. Nous, on meuble tout, c'est jusqu'à la petite cuillère. Les résidents arrivent, effectivement, avec leurs valises, point. Alors, au niveau personnalisation, évidemment, c'est très limité, puisqu'on a des gammes de meubles, que ce soit pour les seniors, les étudiants, etc. Ceci dit, évidemment, les seniors, quand ils arrivent dans une résidence, c'est leur logement, ça va être leur résidence principale. Donc, ils viennent, bien souvent, ils viennent avec leurs meubles. Donc, on fait le vide. Ils ont la possibilité, évidemment, de venir avec leur propre mobilier. Mais nous, on se doit d'avoir dans la résidence, pour des raisons fiscales, l'ensemble du mobilier. Donc, on les stocke dans la résidence. Et en termes de personnalisation, évidemment, c'est très réduit. Les investisseurs choisissent rien, on s'en occupe. Il n'y a qu'une chose qui est prévue dans la personnalisation, dans la vie possible du bâtiment. Par exemple, en senior, 100% des résidences on peut les reconvertir en habitation classique. D'accord. C'est-à-dire les 800-900 mètres carrés de parties communes, qui sont les salles de restaurant, les salles de vie, etc., sont réaménageables en appartements. Si jamais il y avait un changement de destination dans la vie de l'immeuble, au bout de, 15 ans, 20 ans, ça peut redevenir une copropriété classique. D'accord.
en étudiant, c'est pas nécessaire, puisque c'est déjà quelque part une copropriété, donc une résidence étudiante a vocation à rester une résidence étudiante, et un hôtel à rester aussi un hôtel. Et ça, il y a une sorte de réversibilité qui fait qu'on peut adapter l'immeuble. Oui, parce qu'on ne sait pas, à horizon 20 ans, 30 ans, on ne sait pas ce qui se passera en termes de réglementation, en termes de... et puis bon, on est gestionnaire, mais un jour, la copropriété peut décider que nous ne soyons plus gestionnaires. Et sur l'habitat connecté, on en parle beaucoup. Là aussi, c'est une réalité chez les promoteurs. Oui, alors ça aussi, je parlais en début de notre entretien, c'est vrai, du confort. La domotique, les logements connectés, ça fait partie des technologies que recherchent nos clients. Alors, un petit rappel, qu'est-ce qu'un logement connecté? C'est d'avoir des équipements électroniques qui sont reliés à votre tablette ou votre smartphone, qui permettent de piloter à distance un certain nombre de choses. Donc ça peut être le pilotage de l'accès au logement. On peut verrouiller un code sur la porte. Ça peut être aussi de piloter des tâches ménagères à distance, lancer un lave-linge, un lave-vaisselle. Et puis, qui n'a jamais oublié d'éteindre sa lumière en partant au travail le matin? Donc, c'est de pouvoir piloter son éclairage à distance. Moi, c'est le fer à repasser qui est mon angoisse. Ah ouais, bon, ça, c'est plus compliqué peut-être avec la domotique, mais voilà, c'est la climatisation, le chauffage, tous ces éléments qui peuvent être pilotés à distance. Et puis après, il y a peut-être d'autres aspects aussi auxquels on ne pense pas forcément, mais en termes de sécurité. Ça peut être effectivement des commandes vocales à distance, des alertes anti-chute, des alertes anti-intrusion. Donc tous ces éléments qui peuvent être aussi très intéressants pour certains clients, ça peut être très recherché. Thibaut parlait de climatisation. Les logements sont adaptés aux questions de problématiques de confort d'été. Pardonnez-moi. Oui, dans la plupart, enfin c'est presque toutes les résidences, on a des chauffages réversibles. C'est-à-dire que avec le même appareil, enfin le même système, on fait du flux chaud ou froid. Alors ça, c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher que pour un particulier qui en général a un système pour faire du chaud et puis après il rajoute un système pour faire du froid. Mais c'est beaucoup plus pérenne dans le temps et puis c'est beaucoup plus sain aussi au niveau de l'air qu'on pulse dans les VMC. Donc c'est des performances qui vont être calculées en fonction... Alors on ne va pas avoir les mêmes systèmes en fonction du fait que la résidence est à Lille ou à Toulon. Vous voyez, on va chercher des performances énergétiques plus fortes dans un sens ou dans l'autre en fonction de ces zones géographiques. On va aller chercher à faire du moins 10 ou moins 15 quand on va être sur la Côte d'Azur en termes de différence entre la température extérieure et ce qu'on cherche à avoir à l'intérieur, d'autant plus qu'on est sur des personnes souvent âgées, fragiles, donc sensibles à la chaleur. En étudiant, c'est plus basique, j'ai envie de dire, c'est plus 10, 15, 20 et moins 5, mais et parfois on n'est pas climatisé quand on est au nord de la Loire, on va dire. D'accord. Thibaut, un des autres atouts du neuf sont les garanties. Vous pouvez nous faire un petit topo sur avant, pendant, après les travaux. Laurent, vous pourrez compléter, parce qu'il y a beaucoup de choses là aussi pour protéger l'acquéreur, le consommateur. Oui. Alors, je laisserai peut-être Laurent parler sur les garanties des avant construction, mais nous, on travaille beaucoup sur les garanties à la livraison auprès de nos clients. Donc, il y a 3 garanties principales, je citerai. La garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire qui vous garantit tout client contre les vices et malfaçons et qui dure 1 an à partir de l'entrée dans le logement. Donc, ça, c'est une garantie. Et on interpelle nos clients par rapport à ça, parce qu'1 an, finalement, ça passe très vite. Et souvent, nos clients, parfois, se réveillent un peu tard. Et voilà, ça dure 1 an et il faut faire attention à ça. Ensuite, la garantie de bon fonctionnement, qui dure, elle, 2 ans, qui concerne tous les équipements dissociables de l'appartement. Donc, ça va être les poignées de porte, les fenêtres, les prises électriques, la robinetterie, etc. Donc, garantie qui dure 2 ans. Et enfin, la garantie décennale, la fameuse, qui dure 10 ans sur les équipements indissociables cette fois. Donc, qui va concerner la façade, la toiture, la charpente, les fondations, les canalisations. Et là, bon, ce sont des garanties qui sont importantes également et qui sécurisent finalement l'acquéreur sur son investissement, puisqu'on oublie souvent, lorsqu'on achète un appartement ancien, on fait une visite 1 fois, 2 fois, mais c'est 1 fois qu'on habite dans le logement qu'on se rend vraiment compte de l'état de son appartement, mais surtout d'une copropriété, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on achète aussi une copropriété. D'accord.
Et avant la livraison, au moment où on signe l'avant-contrat, l'acte définitif, comment ça se passe, Laurent? Alors, il y a plusieurs types de sécurité, de garantie. Il y en a déjà avant l'achat, c'est-à-dire que avant de mettre un programme en commercialisation, nous en tout cas c'est la pratique que nous avons choisie chez Résidétudes, on a un permis de construire purgé de tout recours. Donc quand on propose un investissement, le client sait que le projet n'est pas susceptible d'être remis en question pour ces raisons-là. Ensuite, en tant que promoteur, on doit offrir une garantie financière d'achèvement, c'est-à-dire qu'on commence à commercialiser sur plan, et on se doit, de par nos partenaires bancaires, si jamais Résidétudes disparaissait pour une raison quelconque, eh bien, il y a une garantie financière, comme son nom l'indique, d'achèvement, qui garantit à l'investisseur que l'immeuble sera livré. Et terminé et livré. Donc c'est quand même rassurant. Et après, bon, je ne reviendrai pas sur les garanties post-construction, donc livraison, etc. Mais entre les deux, avant ça, nous, en tant que promoteurs et gestionnaires, on fait ce travail de réception pour les investisseurs. Et en tant que professionnel, on est quand même beaucoup plus vigilant sur toutes les réserves qu'on peut émettre sur la livraison du bâtiment. Et on va être, sur certaines résidences, on a émis plus de 500 réserves, vous voyez. Donc, qui oblige les entreprises à venir améliorer et bien parfaire le travail. Donc, c'est parfois compliqué quand on est tout seul face à une entreprise. Quand on est un promoteur, pas forcément constructeur, mais qu'on a délégué la construction à des sociétés et qu'on a un certain poids, puisqu'on gère à peu près 60 chantiers, vous voyez, en ce moment. Donc, s'ils veulent continuer à travailler avec nous, il faut qu'ils fassent un travail correct. Donc, c'est aussi une garantie. Et puis après, on a la garantie décennale, bien sûr, qui garantit les vices de construction et les problèmes lourds qui pourraient survenir post-livraison. Il y a aussi des services d'accompagnement quand on achète. Comment ça se passe? Vous pouvez, par exemple, si moi je fais appel à vos services, vous pouvez m'aider à trouver mon crédit. Quels sont tous les services que vous mettez en place? Alors ça, c'est tout notre savoir-faire. Effectivement, en n'étant pas promoteur, on est une société de conseil et d'accompagnement. Donc ça va commencer déjà avec un audit de la situation de notre client, essayer de bien comprendre les objectifs de nos clients. On a une clientèle, notre cabinet est situé sur Paris, une clientèle parisienne essentiellement. Beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, qui veulent faire leur premier achat immobilier. Ils se posent la question de savoir est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale, est-ce qu'il faut plutôt faire un investissement locatif. Donc on va tout d'abord essayer de bien comprendre leurs objectifs, leurs moyens financiers pour pouvoir leur bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée sur l'achat immobilier. Donc des simulations, essayer de détecter tous les avantages fiscaux et financiers auxquels ils peuvent prétendre. Et ensuite, une fois qu'on a défini une stratégie avec notre client, c'est trouver le bien qui va correspondre à leur cahier des charges en termes de rentabilité, en termes de situation géographique, bien s'intéresser à l'emplacement. On est expert un petit peu sur les emplacements en devenir, puisque c'est un atout essentiel du neuf, pouvoir acheter sur les nouveaux quartiers qui vont prendre de la valeur sur les prochaines années. Et puis ensuite, un accompagnement aussi sur la recherche du financement, bien évidemment. Donc ça, c'est avant l'acquisition, et après l'acquisition, s'assurer, les accompagner sur la levée des réserves et la livraison, ensuite la gestion locative, et notre accompagnement ne s'arrête pas là, puisqu'on va jusqu'à accompagner nos clients sur les réductions d'impôts, les déclarations d'impôts, pour être sûr qu'ils remplissent bien les bons formulaires. J'imagine que Laurent, chez vous, c'est pareil. Oui. On a deux façons de procéder. On a un réseau interne de salariés qui commercialisent nos produits, et on travaille beaucoup avec les gestionnaires de patrimoine qui ont un vrai savoir-faire de conseil pour compléter notre distribution. Avant de donner la parole au public, Laurent, si vous aviez un conseil à donner, à part évidemment de recourir au service de Résidétudes, quel conseil vous donneriez? La chose qu'il faut retenir quand on achète un logement neuf? Déjà, le conseil, enfin, c'est au niveau, c'est assez en amont. Je dirais, c'est l'objectif qu'on poursuit en faisant ça. C'est plus un investissement immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Alors, honnêtement, je pense que avec ce qui se passe sur les normes techniques, les normes, les DPE, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué
d'aller dans l'ancien. Enfin, en tout cas, il faut être vraiment très très expert. Donc le conseil, c'est plutôt d'aller dans le neuf. on n'est pas. Ça tombe bien, on fait un salon pour ça. Voilà, on fait un salon pour ça. Mais c'est après de s'assurer des objectifs. L'investissement immobilier restera quand même un investissement patrimonial de long terme. Donc bien s'assurer de l'objectif qu'on poursuit, ne pas forcément viser à court terme la fiscalité, parce que c'est souvent un piège pour l'investisseur, et puis s'assurer des objectifs qu'on poursuit en faisant ça, y compris peut-être la possibilité de revendre un jour, puisque même si c'est du long terme, on peut être amené à devoir réaliser son bien pour des raisons X, et dans ce cas-là, il faut avoir réalisé un investissement qui a un futur à ce niveau-là, qui est un second marché. Oui, donc ça, c'est hyper important. Voilà. Après, je pense que tous les promoteurs, constructeurs, on est quand même tous soumis aux mêmes règles. Et on les respecte, donc on est très contrôlé sur tous ces aspects. Donc voilà, et la professionnalité quand même des promoteurs, parce que le domaine sur lequel nous, Résides-Études, exerçons depuis plus de 30 ans, qui est la résidence-service, est très à la mode. Donc on voit pas mal de promoteurs qui viennent sur ce sujet-là. C'est un vrai métier, et au niveau notamment des normes, puisqu'on accueille du public, etc., on a vu des promoteurs régionaux qui n'avaient pas le savoir-faire et ne pas pouvoir ouvrir la résidence pour des raisons techniques. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est des vrais cas. Nous, on vient nous chercher pour résoudre ces problèmes. Donc souvent, pour ouvrir, il faut faire 200 300 000 euros de travaux. C'est la copropriété qui va devoir payer. Et là, les ennuis commencent. Donc bien regarder que le promoteur à qui vous vous adressez est un expert du domaine qu'il vous propose, qui ne fait pas ça depuis 6 mois. Et vous, Thibault, s'il fallait donner un conseil? Alors, on viendra aux questions après, s'il vous plaît. Vraiment, notre combat au quotidien, c'est vraiment de préparer la retraite de nos clients à travers l'investissement immobilier. Le conseil principal que je peux donner, c'est vraiment à chacun de lutter contre l'immobilisme que l'on peut avoir, à repousser son projet sans cesse. Il faut savoir qu'on ne se bat pas sur un prix aujourd'hui. Pourquoi? Même si parfois on peut penser, et souvent on entend cet argument, que l'immobilier neuf est trop cher. Il faut savoir que les prix vont continuer d'augmenter. On a une inflation qui est importante en France et qui va augmenter. Un certain nombre de contraintes vont faire augmenter le prix de l'immobilier d'une manière générale, que ce soit les crises d'approvisionnement, les problèmes d'augmentation de l'énergie, l'augmentation des matières premières vont faire augmenter les prix. Les taux sont sur une tendance haussière. Donc je dirais qu'il y a une vraie fenêtre de tir aujourd'hui pour se positionner dès aujourd'hui sur de l'achat immobilier, puisque la seule variable finalement sur laquelle on se bat, c'est le temps qui nous reste pour capitaliser, pour préparer sa retraite, et non pas sur un prix qui finalement va augmenter dans le temps, et c'est grâce à ça qu'on s'enrichit.